liens entre IoT et sport, hein, quels sont les cas d'usage et quelles sont aujourd'hui les caractéristiques du positionnement des acteurs français sur le sujet. Donc, voilà, première partie de cette présentation, vous partagez quelques éléments de cette étude. Alors bien entendu, les liens entre sport et technologie ne sont pas tout récents. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui avec de l'IoT au service du sport, notamment pour celles et ceux qui auraient par exemple regardé quelques matchs de l'Euro 2024. On a même eu un but refusé pour la Belgique dans lequel il y a une vérification qui a été menée grâce au ballon connecté. On a pu suivre, et ça c'était présenté à tous les spectateurs, la trajectoire de la balle et voir qu'il y avait une modification sur la trajectoire de cette balle, donc ce qui a permis à l'arbitre finalement d'invalider un but qui avait été accordé aux joueurs belges. Mais si on veut vraiment remonter dans le temps, les liens sport et techno sont plus anciens. Ce n'était pas de l'IoT au tout début, mais il y a un vrai avantage qui a toujours été apporté par la techno. Quelques cas qu'on peut citer, c'est bien entendu côté tennis, l'utilisation de la technologie Hawkeye, qui permet de voir si la balle est bonne ou faute, en tout cas son positionnement par rapport à la ligne. Puis ça s'est accéléré tout récemment, souvent autour des grands événements, donc la Coupe du Monde au Qatar où le ballon était complètement connecté, la Coupe du Monde de rugby qu'on a accueillie en France avec le protège-dents connecté, et puis là c'est un sujet d'actualité pour les Jeux Olympiques. La qualité de l'eau dans la Seine est surveillée également à travers plusieurs capteurs, et donc ce qui va permettre de valider les épreuves, en tout cas le fait que les épreuves de triathlon, par exemple, puissent se dérouler en partie dans la Seine pour la partie natation. Avant de passer à la partie IoT, ce qu'on a voulu faire également, c'est regarder en termes de marché, déjà, quelle était la répartition des investissements sur le monde de la Sportec. Sans surprise, deux constats. Le premier, c'est que ce sont des investissements qui sont en croissance forte. Les montants investis dans la Sportec ont augmenté de 70% sur les 5 dernières années, et que ces investissements sont très concentrés sur l'Amérique du Nord. C'est là où il y a le plus de monétisation et donc d'investissement, et ce qui est s'explique beaucoup par la présence des grandes ligues américaines comme la NBA, NFL et ligues de baseball, dans lesquelles les montants investis sont importants. Donc l'Europe se situe un peu en retrait avec 16% des investissements. C'est quand même le périmètre qu'on a regardé en particulier et sur lequel on a fait une analyse encore plus approfondie sur le cas de la France. Et donc quand on regarde de façon un peu plus fine sur la ventilation de ces investissements Sportec en Europe, sans surprise sont les plus gros pays, hein, sur lesquels on retrouve l'essentiel des investissements, avec une isorépartition entre Grande-Bretagne, Allemagne et France, avec à peu près pour chacun 20% des investissements. On vous a mis ici quelques exemples d'entreprises qui ont réalisé des levées de fonds importantes dans les dernières années. Sorar étant un exemple Sportec qui n'est pas IoT, hein, on est plutôt autour du fantasy football, mais qui montre un peu les montants qui peuvent être investis sur de la Sportec et qui sont importants. Sorar est une licorne aujourd'hui. Et donc, pour aller un peu plus loin dans l'analyse, ce qu'on a réalisé au sein de l'IoT Business Hub, c'est qu'on a fait une sélection d'un peu plus d'une centaine d'entreprises qui se positionnent sur des applications sport qui utilisent la connectivité. On les a classées autour de 3 grandes catégories de cas d'usage, hein, sport amateur, sport professionnel et amélioration de l'expérience des fans. Et puis ces entreprises, on a analysé leur positionnement, leurs offres, les sports sur lesquels elles étaient focalisées. Est-ce qu'elles sont monosports, multisports? Et puis on a également regardé quelles étaient les tailles de ces entreprises, leur croissance, leur chiffre d'affaires, leur évolution. Et donc ça, ce sont des analyses que vous pourrez retrouver, hein, dans le livre blanc IoT Sportec.
qui est en téléchargement libre sur le site iotbusinesshub.com et que vous pourrez également retrouver sur le site de Bearing Point, et dans lequel on a d'ailleurs une intervention de MySmartMove. Donc, quand on réalise cette analyse qu'on a appelée IoT Market Radar, eh bien, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Le premier, c'est qu'on a une différence de positionnement pour les entreprises IoT Sportech comparées aux entreprises purement Sportech. Donc ces différences, quelles sont-elles? La première, c'est que l'expérience des fans est un sujet sur lequel les entreprises IoT Sportech se positionnent moins. Alors pourquoi? On pense qu'un des éléments d'explication, c'est que l'IoT en fait amène tout de suite à la mise en place de capteurs, et donc va finalement déclencher des cas d'usage qui sont plus souvent monosport, donc un peu plus verticalisé que ce qu'on va pouvoir avoir dans l'exemple de la Sportech. Exemple pour l'illustrer, on va considérer qu'une entreprise, par exemple, qui va venir digitaliser l'expérience de commande de nourriture dans un stade sera catégorisée Sportech. Quand on va être sur de l'IoT Sportech dans une catégorie expérience des fans, et bien là, en fait, cette expérience, elle va être plus liée à un sport en particulier. Donc, c'est un des exemples qu'on va avoir avec Touch2C, où là, tout le sujet sera de mettre de la connectivité, par exemple, sur un ballon pour pouvoir retranscrire une expérience de jeu pour le fan dans le stade. Donc, bien entendu, ces cas d'usage, eh bien, ils doivent être dupliqués, réadaptés en fonction de chacun des sports, et donc vont demander un peu plus de temps pour arriver à maturité. Deuxième constat, c'est qu'on voit également que le sport professionnel, comparé au sport amateur, est plus représenté dans le marché IoT Sportech que ce n'est le cas dans le marché Sportech. Alors, élément d'explication, c'est que bien souvent, en fait, les cas d'usage qu'on a vont démarrer dans le sport professionnel, puisque les retours sur investissement seront plus simples à obtenir, plus rapides, et que les capacités d'investissement du monde professionnel est bien entendu plus important que celui du particulier. Et donc, ce qu'on constate ici avec cet écart, c'est en fait un écart de maturité. Ce qui s'est passé dans le monde de la Sportech, c'est qu'on a d'abord eu une situation où la Sportech était d'abord utilisée par le sport professionnel, et puis avec l'érosion des coûts, et donc érosion des prix, beaucoup de cas d'usage qui étaient tout d'abord dédiés au sport professionnel ont commencé à migrer professionnellement vers le sport amateur. C'est par exemple le cas des capteurs qu'on va pouvoir mettre maintenant dans les salles de Five, de foot à 5, et qui vont permettre bien aux joueurs amateurs d'avoir un suivi de leur performance, de leurs déplacements sur le terrain. Des capteurs de ce type-là avaient tout d'abord un coût élevé et donc étaient d'abord réservés à un usage dans le sport professionnel. Donc voilà déjà en quelques chiffres la ventilation des cas d'usage et quelques premiers constats. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de zoomer un peu sur chaque catégorie avec quelques exemples qui illustrent les cas d'usage. Donc dans le monde du sport amateur, sans surprise, le principal usage qu'on va venir retrouver, c'est celui de la montre connectée. Et là, le constat intéressant en termes d'évolution ces dernières années, c'est qu'on est sur un marché qui se polarise de plus en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir aujourd'hui des acteurs qui vont pouvoir proposer des montres connectées à des tarifs très agressifs, et donc une entrée de marché qui va amener un volume important. Et à l'inverse, des acteurs qui vont aller chercher vraiment des expériences très poussées, très avancées, dans des environnements, par exemple, complexes, avec une connectivité renforcée, avec des montres, avec des matériaux qui vont être beaucoup plus résistants
pour une pratique sportive un peu plus poussée, et donc qui va permettre derrière de défendre un positionnement prix beaucoup plus élevé, beaucoup plus premium. Et donc c'est ce qu'on constate hein, sur ce graphe avec cette évolution, où les pourcentages, quand on regarde les deux gammes extrêmes, inférieures à 100 dollars et supérieures à 400 dollars, ben, on passe d'une somme qui était 35% en 2021 à une somme qui est 50% en 2022. Voilà, ça c'était un exemple pour parler du sport amateur. Sur ce qui est du sport professionnel, le message qu'on voulait vous partager et qui est illustré en détail dans le livre blanc, mais c'est qu'en fait, sur tout le long du process, on va dire, d'entraînement à la compétition et post-compétition pour le sportif, et on va trouver plusieurs applications qui vont lui permettre d'optimiser sa préparation et sa performance. Donc avec des sociétés par exemple comme Résil, qui, sur la phase d'entraînement, permettent, grâce à la réalité virtuelle, de se projeter déjà dans un environnement de compétition et donc d'intégrer des éléments comme par exemple la présence de la foule, le bruit, la température, des choses de ce type-là qui vont permettre aux sportifs d'anticiper un peu mieux l'événement et d'avoir un entraînement qui est au plus proche des conditions réelles. Pendant la compétition, on en a parlé tout à l'heure, mais on a des éléments, par exemple, qui vont permettre d'avoir un suivi temps réel sur la santé, donc de protéger aussi les sportifs professionnels. Donc, le protège-dents connecté est un bon exemple pour illustrer ça. Sa mise en place a réduit fortement les traumatismes crâniens qui arrivaient dans le monde du rugby. Et donc, ce qui était au début un test, et aujourd'hui est en train d'être élargi pour une diffusion plus large. Et puis enfin, sur la partie récupération, ça existe depuis un moment, mais les machines se perfectionnent et sont de plus en plus accessibles. Et donc aujourd'hui, les temps de récupération pour les sportifs sont également fortement diminués grâce à tous les appareillages connectés qui existent de plus en plus. Et puis enfin, pour illustrer le troisième cas d'usage, avant de donner la parole à Francis avec l'exemple MySmartMove, sur l'expérience des fans, eh bien en fait, on a un premier prérequis pour pouvoir avoir des cas d'usage intéressants, c'est déjà d'avoir un stade qui soit connecté. Et donc ça, c'est un premier prérequis en termes d'investissement. On a de plus en plus de stades qui, à l'occasion de leur construction ou de leur rénovation, intègrent tout de suite le fait de mettre en place de la 5G. Pas de la 5G, parce que la 5G va permettre d'avoir en fait une très bonne couverture optimale, y compris pendant les pics d'événements, donc avec la gestion d'une foule de plus de 100 000 personnes sans difficulté. Et la 5G a une bonne versatilité qui va permettre en fait à la fois de répondre à des besoins qui vont être non critiques et sur lequel on peut se permettre d'avoir une certaine latence, mais aussi d'avoir, par du network slicing, une connectivité qui sera adaptée à des cas d'usage un peu priorisés, et ce qui permettra notamment, pour tous les cas d'usage où on va attendre du temps réel, de réduire les temps de latence. Donc ça va vraiment être l'un des intérêts de la 5G et qui va ouvrir la porte à plusieurs cas d'usage. Et donc, exemple qui l'illustre, c'est une société française qui s'appelle immersive.io et qui propose de la réalité augmentée aux personnes qui sont dans le stade et qui va permettre, en fait, en utilisant son smartphone et en le pointant vers le terrain, d'avoir des éléments de statistiques en temps réel sur chacun des joueurs. Et donc, de venir proposer finalement une expérience pour le spectateur qui soit au niveau de celle qu'il aurait pu avoir, voire meilleure encore, qu'il aurait pu avoir dans son salon. Le deuxième exemple sur l'expérience des fans, c'est Touch2See, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on a la chance d'avoir Arthur Chazelle qui va nous en parler beaucoup plus en détail. Donc voilà, ça c'était une brève introduction. Sachez que dans notre analyse, on a fait également un zoom sur quelles étaient les particularités de la France sur ce marché. Pour le partager rapidement, et à mon avis sans surprise, le marché français est un peu moins mûr que le marché
américain, et donc avec des entreprises qui sont encore plutôt récentes et qui sont encore plutôt petites en termes de taille, hein, mais c'est normal. Et puis, malgré tout, quand même des entreprises qui commencent maintenant à avoir une bonne réputation mondiale, avec par exemple Withings, qui s'est spécialisé dans le domaine de la santé connectée pour les amateurs et qui arrive à tirer son épingle du jeu au niveau mondial. Particularité française en termes de domaine de pratique et de sport, c'est qu'on a une forte surreprésentation de l'équitation. Là où l'essentiel des applications, quand on regarde dans le monde, sont plutôt sur le fitness, qui, bien entendu, est un sport beaucoup plus accessible et qui est pratiqué par un plus grand nombre de personnes. Mais forcément, c'est aussi un domaine d'application qui est plus compétitif et donc on voit que les sociétés françaises ont décidé de se concentrer sur des sports sur lesquels la France avait une position avantageuse. Et donc l'équitation est une bonne illustration de ce positionnement réfléchi. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'était juste pour vous donner quelques éléments avant de passer la parole à Francis Lafay et Arthur Chazelle. Sachez que vous pouvez retrouver beaucoup plus d'éléments dans notre livre blanc IoT fois Sportec, l'effet d'entraînement, et à ce titre, vous trouverez également les témoignages de quelques sociétés qui nous ont fait l'amitié de partager leur vision sur le marché. Donc merci à Arena Metrics, Decathlon et Orange, en plus de MySmartMove et Pixelot. Et maintenant, Francis, je vous passe la parole pour nous en dire plus sur MySmartMove. Alors, je crois qu'on ne vous entend pas, Francis. Il faut peut-être que vous activiez votre micro. Voilà, désolé. Oui, je disais merci, merci Wassim. Donc, MySmartMove, c'est une solution de capture et d'analyse 3D du mouvement qui s'adresse aux acteurs du sport et de la santé. Et sport et santé étant extrêmement liés parce que en particulier les sportifs professionnels se blessent beaucoup. Donc, ils sont très liés aux aspects kiné, podologie, etc. Donc, alors, voilà. Donc, si on regarde ces mots, la mobilité, douleur, rééducation, prévention, performance, en fait, tous ces mots ont un point commun, c'est la qualité du mouvement. Cette qualité, elle est essentielle pour améliorer la performance, donc pour améliorer son geste sportif en vue d'améliorer sa performance, pour prévenir les blessures, parce que beaucoup de blessures proviennent de gestes mal réalisés. Et puis si on se blesse malgré tout, pour améliorer l'efficacité de la rééducation. Donc, notre commercial là, qu'on voit sur le terrain, c'est Clément Gelin, c'est un ancien rugbyman professionnel en top 14. Il a beaucoup vécu ces cycles de performance, puis de blessures, puis de retour à la compétition, en ayant en face de lui des interlocuteurs du monde de la santé qui n'avaient pas nécessairement toujours le même avis, la même perception de la blessure. Et ben, tout ça parce que ces acteurs de la santé et du sport de haut niveau ne disposent pas facilement de données objectives qui permettent de mesurer la qualité d'un mouvement. Alors, Wassim, tout à l'heure, parlait des montres connectées en particulier. Mais en fait, les montres connectées, elles s'adressent beaucoup au combien, c'est-à-dire ça va vous donner des données quantitatives, des distances, des fréquences, des vitesses, etc. Mais jusqu'à présent, il n'y avait rien qui permettait on va dire, d'accéder facilement à des données qualitatives sur la qualité du mouvement. Et donc, pourtant, cette qualité de mouvement, comme je disais, elle est essentielle pour améliorer la performance, pour prévenir les blessures et pour améliorer l'efficacité de la rééducation. Donc, on peut passer au slide suivant. Je vais prendre l'exemple de Neymar, hein. Donc, bon, c'est pas si vieux que ça, mais on l'a presque déjà oublié. En fait, il a joué un match sur deux pendant qu'il était au PSG.
Alors, bien sûr, il s'est pris quelques coups qui ont occasionné des absences, mais la majorité de ces absences, 90% de ces absences étaient dues à des blessures musculo-tendineuses, donc évitables. Donc, qui provenaient de charges d'entraînement inadaptées, de gestes répétés de manière répétitive avec une mauvaise qualité. Donc, ça avait un vrai impact. Alors non seulement sur, on va dire, sur l'économie du club, les ventes de maillots, etc., mais aussi sur les performances de l'équipe. Parce que quoi qu'on pense de lui, quand Neymar était sur le terrain, le PSG gagnait 12% de matchs en plus que quand il était absent. Donc il y avait un vrai impact à la fois sur le plan économique et sportif. Parce qu'en fait, il faut voir un club sportif professionnel comme une usine à produire de la performance. Donc dans ce cadre-là, bah, ce qu'il faut faire, c'est maintenir l'outil de production en bon état, si on peut garder cette image-là. Et donc, bah, garder l'outil de production en bon état, bah, c'est faire de la prévention de la blessure. Donc, être capable, par exemple, de détecter des altérations du mouvement, même avant que le sportif ou l'entraîneur lui-même s'en aperçoive, parce qu'il y a des modifications, des altérations du mouvement qui peuvent provenir sous l'effet de la fatigue, sous l'effet de diverses raisons, et qui sont soit précurseurs, soit générateurs de blessures. Donc il y a un vrai impact sur la prévention. Et après, bah, une fois qu'il était blessé, bah, il y avait un autre enjeu qui était ce qui s'appelle le return to play, la capacité du joueur et de tout le staff médical à le ramener sur le terrain le plus vite possible. Alors, le plus vite possible, c'est un équilibre à trouver, en fait, hein, parce qu'il y a une statistique intéressante de l'UEFA dans les grands clubs professionnels européens en foot, qui montrait que 35% des joueurs se reblessaient, alors même endroit, dans les 3 mois qui suivaient leur retour à la compétition. Donc ça voulait dire que alors soit les décisions avaient été prises sur de mauvaises données, ou alors on va dire, vraisemblablement, il n'y avait pas que des facteurs santé qui entraient en compte, et on les faisait revenir trop tôt. Mais voilà, donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Et donc, MySmartMove, si on peut passer au slide suivant, pour répondre à ces différents enjeux et à ce manque de données qualitatives, donc, on a conçu une solution qui s'appuie sur des centrales inertielles. Donc, les centrales inertielles, c'est les petites choses que vous voyez là. Donc, en réalité, ça fait 1,5 cm de haut, ça pèse 10 grammes chaque capteur. Donc, on va positionner ces centrales inertielles, donc, qui sont une combinaison de différents types de capteurs, des accéléromètres, des gyroscopes, des magnétomètres, donc, qui vont capturer l'ensemble des données brutes d'un mouvement. Et ensuite, nous, on va transformer ces données brutes on va dire, en informations qui sont pertinentes pour nos utilisateurs. Et donc, ces informations pertinentes, elles vont permettre d'analyser qualitativement le mouvement, d'objectiver en fait les caractéristiques du mouvement. Et puis à partir de là, prédire par exemple des blessures futures. Tout à l'heure, je parlais de détection précoce. Alors, il peut y avoir une détection d'une blessure à court terme. Donc là, on est sur la prédétection, mais également sur des. Aujourd'hui, on sait faire des liens, par exemple, entre certaines signatures de mouvement, donc certaines caractéristiques de mouvement, et puis des blessures à plus long terme. C'est-à-dire que certaines asymétries, par exemple, vont générer à X mois certains types de blessures. Donc, notre solution, elle permet donc de transformer ces données. Donc, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la technologie, mais l'idée, c'est que effectivement, on rend accessible ces données, quel que soit le lieu. Et ça, effectivement, c'est l'IoT qui le permet. C'est-à-dire que, alors j'y reviendrai plus tard, mais il y a des solutions qui, en fait, sont très liées à leur environnement. C'est-à-dire qu'il
pour pouvoir faire des analyses, il faut être dans un environnement spécifique. Nous, avec ces capteurs donc, qui peuvent discuter sans fil avec le reste du monde, ben, on peut faire nos mesures dans n'importe quel environnement. Donc ça veut dire sur le terrain, dans la nature, hein, le trailer, il peut partir faire sa course de 4 heures ou 6 heures avec nos capteurs. Et derrière, ben, on va pouvoir récupérer ces données. Donc pour les transformer, donc à partir d'algorithmes de machine learning, donc là qui vont permettre de caractériser, pas dire d'identifier certaines caractéristiques de mouvement, et à partir de là d'être capable de les reconnaître, d'être capable de les reconnaître et dans des conditions particulières, c'est-à-dire que également les reconnaître quand, par exemple, ils sont faits avec des intensités, que les mouvements sont réalisés avec des intensités différentes ou avec des vitesses différentes. Malgré tout, malgré ces différences dans la vitesse de réalisation ou l'intensité de la réalisation, on est capable d'identifier des mouvements. Et donc, voilà, sur la droite, bon, là, en fait, on a cette chaîne hein, qui permet donc, à partir des capteurs qui discutent en Bluetooth et à travers une gateway donc, qu'on a réalisée en interne chez MySmartMove, d'envoyer ces données donc, de capture locale jusqu'à Internet. Donc, ce qui va multiplier les cas d'usage. Par exemple, élargir la supervision de l'expert, même quand il n'est pas physiquement présent aux côtés de l'athlète ou aux côtés du patient. Typiquement, aujourd'hui, les athlètes, les athlètes de top niveau on va dire, ont des compétitions dans le monde entier. Leurs coachs, idem, ils sont rarement ensemble, finalement, rarement ensemble physiquement. Donc, bah, cette capacité à enregistrer les données et à les remonter dans une base de données centralisée, ça permet, par exemple, de faire des analyses à distance de façon très, très précise et donc vraiment d'augmenter la relation entre le coach ou l'expert ou l'expert de santé et son athlète ou son patient. Donc après, bon, concrètement, en fait, hein, je parlais de caractérisation de mouvement. En fait, on a plusieurs niveaux de caractérisation. Tout à l'heure, j'ai évoqué un point qui est important, c'est la symétrie du mouvement. Et donc cette symétrie, en fait, elle est très souvent impliquée dans des blessures. Donc là, on a un premier, ce que vous voyez en haut à gauche, il y a un premier niveau d'analyse où on va simplement se focaliser sur les symétries. Donc là, ça permet de lever des drapeaux si, par exemple, quand on est dans les sports d'équipe, etc., où on ne va pas analyser très finement chaque joueur en permanence, mais simplement, on va lever des alarmes. Et donc, bah, typiquement, cet écran-là, c'est des alarmes qui vont permettre d'identifier et potentiellement, alors par exemple, il y a en rugby, bah, une des caractéristiques du niveau de fatigue des rugbyman, en particulier des avants, c'est que leur bassin a tendance à se bloquer sous l'effort, etc. Donc là, typiquement, bah, en faisant des mesures très régulières de ces athlètes, on va pouvoir identifier ce que je disais, des altérations de leur mouvement, des altérations de leur signature de mouvement, ce qui va permettre derrière bah, d'en tirer des enseignements et potentiellement d'adapter l'entraînement à son état de fatigue, etc. Si on regarde en bas à gauche, là, on va avoir des informations donc, sur les angulations de toutes les articulations en 3D. On peut aussi avoir en bas à droite des données, soit des données cinétiques ou des données spatio-temporelles. Les données cinétiques, c'est les forces d'impact au sol, des taux d'amorti, etc. Et après, si on veut vraiment aller très finement, c'est ce que vous avez en haut à droite. Ben là, vous allez avoir, par exemple, là, c'est l'exemple d'une flexion de genou, des informations extrêmement précises sur comment se fléchit le genou sur un cycle de course ou de marche. Et donc ces données qualitatives, alors c'est un outil d'analyse très fine pour les experts, mais c'est aussi un outil de communication. Là, si on regarde dans le monde de la santé, une des plaintes des acteurs de santé dans ce qui concerne la rééducation, c'est le faible engagement des patients entre deux séances. En gros, les patients ne font pas leur devoir à la maison.
Et donc, notre outil, c'est aussi un outil de communication qui va encourager le patient, puisqu'on va lui montrer on va lui montrer ses progressions, on va lui montrer l'évolution de son parcours de rééducation, donc ce qui va l'encourager à avancer. Donc, si on regarde, en fait, les apports de l'IoT, on pourrait aussi le voir sous l'angle de la concurrence, mais je vais montrer plutôt sous les apports de l'IoT. En fait, il y a deux grandes familles d'outils. Soit des outils qui sont extrêmement accessibles, alors aussi bien on va dire, en facilité d'utilisation, de mise en œuvre ou en prix. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle l'optoélectronique 2D. En gros, c'est votre téléphone portable et puis vous allez faire des petites vidéos. Il y a des applications qui existent qui vont permettre on va dire d'identifier certaines caractéristiques, mais avec beaucoup de biais liés à la prise de vue vidéo, liés au fait qu'en vidéo, vous êtes qu'en 2D. Donc, si vous voulez avoir une analyse complète, il faut X prises de vue, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez des systèmes alors, extrêmement précis, type Qualisys par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes optoélectroniques 3D, donc qui nécessitent un très gros setup, une très grosse préparation, parce que il vous faut des salles spécifiques avec cette caméra, avec un environnement qui est extrêmement bien éclairé, des capteurs passifs sur tout le corps, etc. Donc là, vous allez avoir des choses extrêmement, extrêmement précises, mais qui sont très liées à leur environnement. Donc là, qui ont vraiment une limitation d'usage, parce que ces salles-là, forcément, elles sont pas accessibles à tout le monde, et même aux grands clubs. C'est-à-dire le temps de préparation et le temps d'exploitation des données est tellement important que c'est pas utilisable dans la vraie vie des clubs sportifs professionnels. Donc là, l'IoT, en particulier, dire des systèmes portables comme des capteurs qu'on va porter sur le corps. Et donc, tout à l'heure, je disais qu'ils pèsent 10 grammes. Donc, au bout de quelques minutes, on ne s'appelloit plus de leur présence. Ça permet d'utiliser et de valoriser ces données dans n'importe quel environnement. Donc, aussi bien sur le terrain que dans le cabinet du kiné, que le patient chez lui à la maison, etc. Voilà. Donc, il y a vraiment pour MySmartMove, cet apport des technos IoT qui, alors, au-delà de nos capacités d'analyse, etc., qui nous différencient en termes de cas d'usage. Voilà, j'en ai terminé avec ce qu'on peut dire sur MySmartMove. Bon, je finis avec une belle photo de Grenoble où la solution a été créée et qui est un réservoir de sportifs extrêmement important. Merci beaucoup, Francis, pour cette présentation. Et donc, c'était écrit dans le chat, hein, mais si vous avez des questions, pensez bien à les écrire dans la partie questions-réponses. On prendra un petit temps à la fin pour répondre aux questions que vous avez. Et donc, ce qui va nous permettre de passer à la présentation de Touch2C. Arthur, si vous êtes avec nous. Oui, bonjour à tous. La parole et je vous laisse présenter la solution Touch2C. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Arthur Chazelle, je suis le fondateur de Touch2C et donc nous, on s'intéresse à l'inclusion des personnes non-voyantes dans le suivi d'événements sportifs. Donc, on est réellement dans la fan expérience dont on a pu avoir quelques mots en début d'échange. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, nous, notre sujet, c'est d'inclure les non-voyants ou les malvoyants dans un match, donc vraiment dans les stades. Et déjà, si on revient sur ce handicap-là, ça concerne un nombre de personnes vraiment significatif dans le monde. On estime à 218 millions de personnes atteintes d'une déficience visuelle lourde, donc c'est-à-dire qu'ils sont en incapacité de lire ou d'écrire ou de se déplacer en autonomie. Et d'ailleurs, d'ici 2050, ce nombre va certainement tripler, d'après The Lancet Global, je pense. En tout cas, ça va tripler. Les raisons, c'est qu'il y a l'augmentation démographique dans le monde, enfin l'explosion démographique dans le monde, notamment dans les pays émergents, qui fait que il y a un accès aux soins qui est quand même limité. Il y a également la population est très développée qui vieillit de plus en plus tard. Donc il y a quand même des produits chimiques qui vont augmenter tout ça. Donc voilà pour une petite explication sur la déficience visuelle. Si on reste vraiment dans le domaine du sport, dans un stade, on compte en général entre une dizaine et une trentaine de personnes non-voyantes. Et aujourd'hui,
il y a un énorme manque, puisque ce sont des personnes qui disposent d'aucune solution ou assez rarement pour pouvoir suivre un match, dans la mesure où l'audio description est relativement rare et en parallèle, la radio sportive, elle est inadaptée puisqu'elle a 15-20 secondes de latence. Donc aujourd'hui, il existe un réel manque et c'est pour ça que Touch aussi existe. Si on peut passer à la slide suivante. Ouais, génial, merci. Bon, là, on peut voir une carte du coup des stats qui sont mieux décrits en France. Donc on peut le voir qu'en France, ça reste vraiment rare. Et après, voilà, c'est une situation qui est présente en France, mais dans le monde, c'est quasiment identique dans d'autres pays. Donc voilà, il y a vraiment un vrai manque, sachant que l'audio-description, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, mais voilà, ça repose sur des personnes qui sont enfin, pas un milieu associatif. Donc des fois, il y a quelques soucis opérationnels. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous, on vient y répondre. Et ouais, génial. Et donc nous, ce qu'on développe, c'est donc une tablette tactile qui vient transmettre en temps réel la position du ballon grâce à un curseur magnétique. Il y a de la vibration également pour traduire l'intensité du jeu, quand il y a une passe, un dribble ou un tir. Et enfin, on peut générer, c'est pas une audio description, mais c'est un complément audio qu'on peut générer en temps réel pour apporter des informations précises telles que le nom du porteur de la balle, le temps de jeu, le score. Et enfin, voilà, on a une forme d'interactivité. Là, vous pouvez voir la tablette en photo qui est de 4e génération. Là, on passe sur les 5e. Et celle-ci, voilà, on les a bien utilisées, on le verra peut-être par la suite. Si on peut passer la slide. Oh, génial. Si je fais un petit résumé de notre activité, déjà, on fonctionne avec de la donnée sportive. De la donnée sportive, on a vu un bon sujet déjà avec Francis. Nous, on l'utilisait aussi énormément, mais qui est un petit peu différente. On le verra juste après. En tout cas, nous, on se concentre pour l'instant sur le football et le rugby, et à terme une quinzaine de sports, essentiellement des sports à balles, qui se jouent de manière collective. Et après, nous, notre sujet, notre modèle économique, c'est de vendre un service annuel récurrent à 2 clients qui sont les événements sportifs réguliers, donc, par exemple des clubs de Ligue 1 ou Ligue 2, et des événements sportifs exceptionnels, comme les JO ou la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Voilà pour cette partie-là. Voilà, bon, là, on voit du coup la nouvelle version, mais c'est celle-ci qu'on développe. Pour vous, il n'y aura pas de grande différence, mais voilà, c'est quand même pour nous un gros gap. Celle-ci, c'est celle qu'on pourra réellement exploiter. Donc, ça, c'est top. Si on peut passer, voilà, parfait. Peut-être même si on peut repasser une fois, parce que certainement que la vidéo va se lancer. Ah non, mais pas, bon, c'est pas bien important. Mais en tout cas, sur la donnée sportive, nous, il y a un immense enjeu sur notre solution. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que l'audio-description, malheureusement, elle n'est pas suffisamment présente dans les stades. Et du coup, il y a un enjeu de diffusion, de scalabilité qui est important sur notre solution. Et pour ce faire, on a utilisé de la donnée sportive. Donc la donnée sportive, c'est les coordonnées X, Y et Z des joueurs du ballon, ainsi que la donnée événementielle. Donc la donnée événementielle, c'est tout ce qui est contextuel. Donc quand il y a un but, quand il y a une passe, quand il y a une faute, voilà, toutes ces données remontent à nous. Donc c'est pas nous qui allons créer ces données qui sont déjà existantes. Donc on peut le voir, c'est par exemple StatPerform ou Opta en France. Cairo Lego, c'en est d'autres. Donc en fait, nous, on vient passer par les fournisseurs officiels des ligues. Donc par exemple, pour la Ligue 1 et Ligue 2, c'est StatPerform Opta, comme je disais. Donc c'est des contrats avec les ligues et nous, on en bénéficie gratuitement dans le cadre des usages internes des clubs, des ligues, toujours. Et donc ces données qui sont celles-ci officielles. Et voilà, donc elle nous permet d'avoir une information qui est vraiment riche. Et donc nous, concrètement, quand on arrive dans un stade, on allume la solution et après, voilà, on n'a rien à faire parce qu'elle fonctionne toute seule. Mais donc surtout, on ne vient pas créer de données. On utilise une donnée qui est déjà existante. Et cette donnée est donc créée par des caméras. Il y en a 32 par stade. Et c'est grâce à des IA qui arrivent à la recréer. Donc voilà pour cette partie-là. Donc nous, voilà, sur les retours, on a des très très bons retours des déficients visuels. Ce qu'on fait, c'est vraiment unique. Déjà dans le monde, on est les seuls à le faire. Et c'est vraiment un public qui est vraiment satisfait. Là, on est entré en phase de pré-test, on va dire, depuis janvier. On a équipé pas mal de clubs de manière assez régulière. Voilà, on a vraiment un public de 10-15 personnes systématiques qui est vraiment intéressé. Et on pense pouvoir dépasser bien largement ce chiffre, parce qu'aujourd'hui, il est réduit par le nombre de tablettes qu'on a. Donc, ça a été vraiment intéressant. Et là, on voit des images qui ont été tournées dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec la FFF en France. Donc, c'est vraiment, vraiment génial pour nous. Ouais, voilà. Voilà, on a plusieurs partenaires sportifs. On a la chance, nous, on est vraiment dans la fan expérience, du coup, dans le domaine sportif. C'est un domaine qui est vraiment nouveau. Et surtout dans l'aspect RSE, qui est aussi un domaine nouveau dans l'aspect du sport. C'est vraiment un sujet qui a émergé il y a quelques années seulement. Et voilà, on a quand même la chance de pouvoir échanger avec pas mal de grands acteurs. Maintenant, les défis pour nous, c'est quand même de sensibiliser quand même sur ce problème-là de la déficience visuelle.
puisque c'est un problème qui auparavant n'était pas répondu par aucun des acteurs. Quasiment aucun des événements sportifs n'était accessible. Et donc nous, on vient en quelque sorte créer un nouveau problème, même si en fait c'était juste un problème qui existait mais qui n'était pas résolu. On vient créer un nouveau problème, donc il y a un temps d'adaptation qui doit aussi se faire. Voilà, donc on travaille à ce sujet-là. Et peut-être qu'on peut passer. Ouais, génial. Bon, ça, c'est pas forcément les slides. Enfin, c'est des slides intéressantes, mais bon, là, c'est juste pour bien montrer que même si on a un projet innovant, on a quand même été labellisé ou reconnu par nos pairs, notamment dans l'industrie du sport. C'est plutôt rassurant. Alors après, même si on a gagné des concours, ça fait pas tout, malheureusement. Donc ouais, on a notamment le soutien du ministère des Sports. Voilà, comme on a un projet qui est sociétal, on a la chance d'avoir aussi une bonne visibilité sur le projet. C'est un projet qui touche en général les gens, donc ça fait partie des avantages qu'on a. Voilà un petit peu pour la présentation. Bon, alors là, pour finir, là, on est 6, on est même 8 en ce moment. On sera certainement 10 en septembre, donc c'est un projet qui augmente. Et si je donne des très grandes lignes, là, notre volonté sur la prochaine année sportive, c'est de bien se stabiliser en France et de commencer à se projeter à l'étranger. Merci Arthur. Voilà, pour ma présentation, je pense que tu as des bons parallèles à faire sur le niveau de la donnée sportive. Donc, je vous laisse poser des questions. Absolument. Merci pour cette présentation de TouchSouci. Merci à Francis pour la présentation de MySmartMove. Vous avez ici les coordonnées d'Arthur et donc on va pouvoir passer à la partie questions-réponses, également les coordonnées de Francis. Alors je vais aller regarder les questions qui ont été posées dans le chat. Petit instant. Alors, la première question était pour vous, Francis. La solution MySmartMove est-elle viable pour tous les sports? Y a-t-il des sports de prédilection qui l'utilisent? Alors, il y a deux catégories de sports. Il y a ce qu'on appelle les sports cycliques, donc avec une répétition de mouvement. Donc là, c'est la marche, la course, le cyclisme, l'aviron, etc. Donc ça, c'est une catégorie qui est parfaitement candidate, puisque justement, on va essayer d'optimiser au maximum cette répétition. Et donc, bah, la course étant la base de nombreux sports collectifs et individuels. Donc, on va dire, on a déjà tout ce pan. Et l'autre catégorie de sport, c'est les sports très techniques, où en fait, il y a un apprentissage long et quelquefois ingrat. Je pense au golf, par exemple, ou au service, au tennis. Donc ces mouvements donc, qui ont une grande complexité technique parce qu'ils demandent beaucoup de coordination, beaucoup on va dire de qualité technique qui sont quelquefois dures à acquérir. Et donc, nous, dans ce cadre-là, par exemple, le cas du golf, bah, c'est que, en fait, sous la supervision du professeur, le joueur va réaliser son swing. Quand le pro est satisfait du mouvement, il le tag comme étant mouvement de référence. Et ensuite, le joueur même quand le pro n'est plus en face de lui, va pouvoir continuer à comparer le mouvement qu'il réalisait lui-même sous la supervision de l'enseignant à celui qu'il réalise en autonomie. Donc voilà, ça va augmenter, on va dire, ou élargir la supervision de l'enseignant, même en son absence. Merci. Il y avait également une question pour vous, Arthur. Est-ce que vous avez observé un effet JO et est-ce que Touch2C sera déployé pendant les Jeux Olympiques? Oui. Effectivement, pour nous, on a constaté un effet JO, parce on n'est pas partenaire, donc on n'a pas le droit de dire beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, des informations que j'ai, il y a une solution équivalente qui sera présente. Et on est les seuls à le faire dans le monde, mais je ne peux pas dire qui c'est. Donc la réponse est oui. Ok. Je pense qu'on peut vous poser également la question, Francis. Est-ce que le fait qu'il y ait les JO qui sont en approche a donné plus de visibilité à une solution comme MySmartMove? C'est clair, oui. Bah, alors, à différents niveaux, hein, au niveau de nos clients potentiels, et puis également au niveau des investisseurs.
C'est aussi un sujet parce que la Sportec qui a été, alors en particulier en Europe, hein, parce qu'aux États-Unis c'est moins vrai, mais qui a été un peu un parent pauvre du côté investisseur, a vraiment, on va dire, un regain d'intérêt et c'est clairement lié au JO. Euh, et après, voilà, après il y a beaucoup d'événements, hein, qui ont été créés là-dessus. Par exemple, BPI France qui a créé un événement important là, qui s'appelait Sport Définition, donc qui regroupait tous les acteurs, où il y avait aussi Touch2See, euh, donc qui regroupait voilà, tous les acteurs, toute l'économie du sport. Et donc voilà, ça met en avant en fait toute cette économie du sport en France. Merci. Alors, question suivante. Alors là, c'était une question qui était plutôt destinée à moi, donc qui est de savoir quel sera le prochain thème de notre livre blanc IoT Business Hub 2024. Donc on l'a annoncé fin d'année dernière. Sur l'année 2024, on se concentre sur les territoires connectés, même plus largement territoires connectés et durables. Donc là, on est en train de collecter des données de la part de plusieurs collectivités locales, de plusieurs fournisseurs de solutions qui mettent à disposition de l'IoT pour permettre d'améliorer l'expérience des usagers dans les territoires et aussi de répondre un peu au contexte économique actuel dans lesquels les collectivités locales doivent faire plus avec des moyens qui ne sont pas forcément en croissance très forte. Et donc, on travaille sur le fait de sortir ce livre blanc fin d'année 2024. Donc voilà, si c'est des personnes qui sont intéressées pour contribuer à cet exercice collectif, de la même façon qu'on l'a fait pour l'année 2023 avec les acteurs du sport, et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez les coordonnées qui s'affichent, sinon sur le site iotbusinesshub.com. Je vois également une nouvelle question pour Touch2See. Est-ce qu'il serait envisageable d'étendre la solution de Touch2See à d'autres sports, par exemple le rugby? Oui, tout à fait, c'est envisageable. En fait, on a déjà fait la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est un sport qu'on travaille déjà actuellement. Et là, on se projette sur du coup une 10-15aine de sports qui sont des sports à balles qui jouent de manière collective et qu'on peut voir à la télévision. En gros, ça peut comprendre le hockey, le basket, le handball. Mais pour l'instant, on se focalise sur le rugby et le football qui sont les sports les plus populaires en Europe. Ok, merci Arthur. Je crois qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées. Est-ce que vous voulez un petit mot de conclusion, Francis, Arthur? Alors, ouais, je vais faire un peu de promo. On est actuellement en cours de levée de fonds. Donc on a déjà sécurisé une partie de ce qu'on souhaite, donc qui va nous permettre d'accélérer notre développement commercial et la V2 de MySmartMove. Donc voilà, s'il y a des investisseurs intéressés, on sera tout à fait ouvert à une discussion pour nous rejoindre au capital de MySmartMove. De mon côté, je peux également compléter. Je vois qu'il y a une dernière question sur la question de la 5G. Avant de finir, et juste pour y Ah oui. répondre rapidement, quasiment tous les stades aujourd'hui sont équipés de 5G. Donc pour nous, il n'y a pas d'installation physique nécessaire pour notre déploiement. Donc on bénéficie de la 5G commerciale classique. Ok. Et vous voulez un mot de la fin, Arthur, de votre côté? En tout cas, je vous remercie pour la présentation. Ça a été vraiment intéressant. Au final, j'ai écouté, je pensais travailler un petit peu de mon côté parce qu'on a beaucoup de retard là, parce qu'on prépare une grande compétition. Au final, j'ai D'accord. écouté une partie de Francis, donc vraiment, c'était super intéressant. Bon.
Avec plaisir. Merci à tous les deux une fois de plus pour votre intervention. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées au webinar. Le webinar sera disponible également en replay juste à l'issue de la session. Donc voilà, pour les personnes autour de vous qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à leur partager le lien. Il sera disponible sur le site iotbusinesshub.com. Et donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire autour de l'IoT et les sujets seront plus autour des territoires connectés, comme on l'a annoncé tout à l'heure en réponse aux questions. Merci à toutes et tous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.